Bonjour et bienvenue à l'autre bulletin et c'est reparti pour une nouvelle saison. Cette semaine, André Pelchat nous remémore un moment peu reluisant de l'histoire de Manceau. On discute avec Steve Lemay de la journée forestière et acéricole du centre du Québec et Amélie Turcotte nous propose de s'accorder à notre rythme. Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, ici André Pelchat. Je vous souhaite la bienvenue à cette chronique. Alors, j'espère que vous avez passé un bon été. Vous savez que cet été, ça a été le 50e anniversaire d'un événement qui n'a pas été formidable, mais qui est resté dans les mémoires des gens de Manceau. Manceau, petite paroisse un petit peu à l'est de Plessisville. Alors, c'est les 50 ans cette année du Festival Pop de Manceau. Du 31 juillet au 2 août 1970, c'était le Woodstock Pop Festival de Manceau qui promettait 3 jours d'amour, de paix et de musique. L'organisation de ce festival était présidée par Roger Vandal, reposait sur l'investissement et le travail d'une maison de production appartenant aux frères Filiatro, tous des gens assez connus dans le milieu du spectacle. Évidemment, on voulait profiter de la vague créée par le Festival Pop de Woodstock l'année précédente. Là, on avait choisi comme lieu le village de Manceau, plus précisément une ferme qui appartenait à un agriculteur local, Paul Turgeon, sur le rang d'en haut, et on l'a acheté et on a rebaptisé ça la ferme Napoléon. Et là, on a commencé à créer un buzz médiatique autour de ça. C'est là que le bas blesse, parce que le buzz médiatique, le porte-parole de l'événement, c'est un certain Richard Siegfried dit Ziggy Wiseman, qui était responsable aussi des contrats avec les artistes et responsable de la promotion. Alors, il crée, c'est lui qui va créer un paquet de rumeurs autour de laquelle on va dire à un moment donné, on attend des groupes, on attend Joe Cocker, on attend Jimi Hendrix, du côté québécois, on attend Robert Charlebois, on attend Michel Pagliaro. Tout ça reste flou. Tout ça n'est jamais confirmé. En fait, souvent les contrats, parce que Wiseman responsable de la signature des contrats, ben les contrats, ils restent flous, puis la plupart du temps inexistants. On commence à vendre des billets, cependant, dans les radios locales en région, puis dans des restaurants Mike's à Montréal, 12 $ pour les billets, 15 $ si vous sur place, si vous achetez sur place. C'est beaucoup à l'époque pour une clientèle de jeunes qui ont souvent pas beaucoup d'argent. Le gouvernement va finir par délivrer un permis une semaine avant l'événement, alors qu'on sait toujours pas qui précisément doit aller jouer de la musique là-bas. Alors, on va finalement avoir à peu près 8000 personnes en tout au lieu des dizaines de milliers prévus. On va avoir 8000 personnes, mais on va avoir vendu seulement 1000 billets. Il y a déjà un problème. On n'est pas capable de payer les agents de sécurité qui s'en vont. Le gouvernement québécois envoie 200 policiers de la Sûreté du Québec, mais qui entrent pas sur le terrain de la ferme de Napoléon, parce que c'est un terrain privé. Donc, le trafic de drogue se passe pratiquement au grand jour. On va avoir beaucoup de sensationnalisme. Évidemment, on parle il y a une panique, là, on attend des Hells Angels, on attend des hippies, on attend des nudistes. Les agriculteurs de la région sont prévenus de se méfier du vol de bétail, il se passera absolument rien. Et finalement, le jour de l'ouverture, on est obligé de laisser l'entrée gratuite parce qu'il y a trop de monde pour les billets qu'on a vendus. On veut éviter une émeute. Le premier spectacle est prévu à 16h. Finalement, il va commencer à 19h30 et la pluie va se mêler de ça. L'endroit va se transformer en un véritable champ de boue. C'est le seul très commun que ça va avoir avec Woodstock, finalement. Puis au niveau musical, ben, il va y avoir le groupe québécois La Révolution française et quelques groupes américains complètement inconnus. Le spectacle d'ouverture va être fait par un groupe qui s'appelle Enterprise, qui intéressera personne. Le lendemain, dans la presse, on va titrer que le festival n'a tenu aucune de ses promesses. Sensationnalisme, le Nouvelliste va dire qu'il y a eu 600 cas d'overdose, de cas de drogue. En fait, il y a eu 600 incidents, incluant des foulures, puis des choses de ce genre-là. Et le lendemain, rencontre du comité exécutif du gouvernement, on se rend compte que c'est un flop. On décide de ne plus délivrer de permis pour ce genre d'événement. On promet une enquête et durant la commission d'enquête sur le crime organisé, on va apprendre que M. Wiseman avait effectivement emprunté quelque chose comme 20 000 $ à William O'Brown et Vic Cotroni, deux figures du crime organisé de Montréal.
Et c'est ça, c'est l'histoire du Festival Pop de Montréal, de Manceau, qui aurait pu s'appeler le Festival Flop. Ce fut le plus gros non-événement à avoir eu lieu au Québec en 1970. Bonsoir, mesdames et messieurs. À la prochaine. Donc, Steve, tu es ici pour nous parler de la journée forestière et acéricole du centre du Québec. Est-ce que cette journée-là s'adresse à un public général ou c'est vraiment juste pour les professionnels du milieu forestier? Nous, on veut faire la promotion de l'aménagement puis des travaux qui se font en acériculture et en forestier. Donc, ça peut être la petite entreprise jusqu'à la grosse entreprise. Donc, ça s'adresse à tout le monde de ce côté-là qui va en savoir plus sur le milieu forestier. Et puis, cette année, vous offrez une formule un peu différente des années précédentes. C'est ça. Nos 23 autres éditions se faisaient sur un terrain que là, on avait des exposants, une formule exposants, conférences et ateliers en forêt. Mais cette année, on avait déjà commencé au mois de février à monter le tout. La réponse était bonne. Mais avec la conjoncture qui se passe présentement, on s'est reviré de bord, puis là, on est en train de monter une journée virtuelle de ce côté-là, puis faire la proposition des visites virtuelles qui existent déjà pour les faire connaître à la population de ce côté-là. D'accord. Et puis là, ce contenu-là, donc tout est en ligne. Est-ce qu'il va être diffusé seulement le samedi ou est-ce qu'on va pouvoir avoir accès à ce contenu-là un peu plus tard? En grande primeur, on s'est associé à différents organismes que eux ont fait des capsules pour présenter des visites d'un peu des pas à pas ou aller chercher comment ça marche, qui vont être en primeur sur notre page Facebook la journée même. Donc, aux demi-heures, on va avoir une capsule qui va s'ajouter et par la suite, celles-ci vont être diffusées sur la chaîne YouTube de la MRC de l'érable qui est érable.tv. OK. Puis est-ce que tu peux me détailler un peu la programmation? Qu'est-ce que vous allez offrir cette journée-là? C'est ça. Donc, on a ciblé 4 types de visites. Donc, la première va être faite par Élise Jolicoeur et Maxime Caméré, 2 ingénieurs de chez Domtar qui vont nous présenter, qui ont déjà 2 visites virtuelles à leur actif. Donc, et aussi l'outil Mirador qui présente un peu la planification de leurs travaux sur leur terrain privé. OK. La deuxième va être faite par Guy Larochelle, directeur de l'Agence forestière des Bois-Francs, qui va nous présenter une visite virtuelle sur une coupe de jardinage d'un milieu feuillu. OK. La troisième va nous être présentée par Guita Mercier, ingénieur forestier pour Partenariat Innovation Forêt, que eux ont déjà plusieurs types de visites qui sont déjà en ligne depuis quelques années. Mm-hmm. Sur différents traitements, l'aménagement du cèdre, quoi faire dans une plantation résineuse rendue à 30 ans, et ainsi de suite. Okay. Et pour le côté acéricole, on a CDL, les équipements CDL qui vont nous présenter une visite virtuelle d'une cabane 360. Donc, on a un plan d'une cabane à sucre et on peut aller dans chaque section de la cabane à sucre, consulter les pastilles, puis voir quel type d'équipement qui utilisent présentement, puis nous donner des fois l'eau à la bouche de ce côté-là. Bon, ben excellent. Alors, on se branche le 19 septembre au matin, puis on vous suit ça. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bon, ben merci beaucoup et bonne 24e édition. Merci, au plaisir. Bonjour. En ce mois de septembre, je vous propose une réflexion autour du sujet des rythmes, les cycles, voire les saisons. Souvent, notre vie s'enchaîne, puis on ne s'arrête pas pour aller ressentir si le rythme est juste, si le rythme nous convient. Hein, c'est la rentrée qui vient vous êtes peut-être encore dans la rentrée scolaire, la rentrée, le changement de routine. On embarque dans un nouvel horaire, une nouvelle routine. Puis, je pense que s'arrêter en ce début de nouvel horaire, nouvelle routine, puis se demander si le rythme est bon, d'aller le ressentir, si le rythme est bon, c'est une bonne idée. La nature, si on regarde la nature, a changé de rythme, c'est une évidence. Les feuilles commencent à tomber, les jardins, on est en période de récolte, l'énergie est différente, le soleil se couche plus tôt. Vous savez, vous les voyez, mais est-ce qu'on les reconnaît? Est-ce qu'on le voit vraiment quand notre vie va vite, puis qu'on est un peu plus dans un mode
faire, puis de rendez-vous, d'occupation, mais peut-être qu'on est on prend moins le temps d'aller s'inspirer en nature. Albert Einstein, j'ai lu récemment une citation d'Albert Einstein, puis il disait « Regardez profondément la nature, alors vous comprendrez mieux ». Ça m'inspire, je pense que je vais le mettre en gros sur mon frigidaire. Regardez la nature, alors vous comprendrez mieux. Donc, de se référer à la nature pour ajuster notre rythme, c'est une proposition que je vous fais. Puis ensuite, deuxième proposition, c'est de s'arrêter régulièrement dans la journée, puis s'arrêter régulièrement jour après jour pour aller ressentir. Le ressentir, aller ressentir notre état. Peut-être que vous le savez déjà, mais c'est pas évident. Okay? Au début, on a nos pensées, on ressent notre ressenti est peut-être pas très raffiné, mais je vous le dis, je vous le propose d'expérimenter, expérimenter, développer votre ressenti, puis voyez si ça change jour après jour. Si jour après jour, quand je m'arrête, est-ce que je ressens mieux mon état? Est-ce que je peux voir les signes de fatigue? Est-ce que je peux ressentir les signes de petites maladies qui s'installent, mon système immunitaire qui combat un petit virus? Alors, il faut s'arrêter pour le ressentir. Donc, c'est la deuxième proposition que je vous fais en ce mois de septembre, donc de vous arrêter pour aller ressentir. Alors voilà, c'était un peu la réflexion que je voulais vous proposer aujourd'hui. Donc, d'observer les rythmes extérieurs, d'adapter notre rythme, d'aller valider si le rythme est bon en fonction de votre aide, de votre énergie, de votre vie, puis de choisir, parce que oui, je pense qu'on a le choix et on doit sentir qu'on a le pouvoir de choisir nos occupations, notre rythme de vie. Pas toujours évident, je vous l'accorde, parfois la vie, elle nous propose des défis, mais je suis convaincue qu'on a quand même un pouvoir sur notre vie et nos rythmes. Voilà, alors c'était les réflexions du jour et du mois de septembre. Au plaisir. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles chroniques et entrevues. À bientôt.